Nous allons voir dans cette vidéo un algorithme pour transformer une expression régulière en un automate qui reconnaît le même langage. C'est une approche dite de Glushkov ou algorithme de Berry-Setti. C'est une approche différente de celle de l'algorithme de Thomson décrit dans une autre vidéo. C'est un algorithme qui à première vue a l'air compliqué, mais qui en pratique, si on le fait à la main, est pour moi moins source d'erreur que l'élimination des epsilon transitions de l'algorithme de Thomson. On prend une expression régulière, par exemple celle-ci, et ce qu'on veut, c'est construire un automate. Alors l'algorithme ici va procéder en plusieurs étapes. La première étape, c'est une linéarisation de l'expression régulière. C'est-à-dire que on prend l'expression, on regarde sa structuration, les unions, les étoiles, tout est pareil, mais ce qu'on souhaite, c'est que chaque lettre dans l'expression linéarisée n'apparaisse qu'une et une seule fois. Donc on prend, une façon simple de faire, c'est chaque fois que je rencontre un A, je mets un A avec un indice I que j'incrémente de 1 à chaque fois, pareil pour le B. Donc la lettre là, A sera A1, ce B là sera B1, ce B là sera B2, celui-là B3, celui-là C1, celui-là A2, celui-là B4, etc. Donc j'obtiens une expression régulière ici qui reconnaît un autre langage, que c'est un autre alphabet. Par contre, si je fais une projection, c'est-à-dire que si je prends un mot reconnu par cette expression là de ce langage-là EL et que je transforme les 1 AI en A, les BI en B, j'obtiens exactement un mot de ce langage et je peux tous les obtenir comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est construire un automate pour ce langage-là. La première étape consiste à calculer l'ensemble P qui est les premières lettres possibles d'un mot de EL. C'est-à-dire quand on regarde tous les mots qui sont dans EL, on regarde toutes les premières lettres possibles, qu'est-ce que c'est? Ici on peut avoir A1, on peut avoir B2, on peut aussi avoir A2 parce que là j'ai une étoile et comme j'ai une étoile ici, si je prends aucun mot de ça, je peux commencer par A2, B4, ou je peux avoir B5. Je vais de façon similaire et complètement duel regarder les dernières lettres possibles d'un mot de EL. Ici on obtient B4 ou C2. Donc tout mot de EL commence soit par A1, soit par B2, soit par A2, soit par B5 et finit soit par B4, soit par C2. Tout mot non vide, bien sûr. Et on va ensuite regarder l'ensemble des digrammes possibles, c'est-à-dire des facteurs de longueur 2. Je prends un mot de EL, je regarde tout, je le coupe en petits morceaux de longueur 2 et je regarde chaque petit morceau. Et quels sont les petits morceaux possibles? Je ne peux pas les avoir tous. Par exemple, si j'ai A1, c'est forcément suivi de B1. Donc ça, A1, B1, c'est un digramme possible. Mais A1, B2, c'est pas un digramme possible. J'ai aucun mot de EL où il y a A1 suivi de B2. Et je regarde toutes les possibilités. Donc j'ai A1, B1, B1, A2, B2, B3, etc. Donc une fois que j'ai ça, qu'on a ce calcul de P, de D et de F, on sait que tout mot de EL commence par une lettre de P, finit par une lettre de D et a tous ces petits facteurs en vert ici. On peut se poser la question de la réciproque. C'est-à-dire que si je prends un mot qui commence par exemple par B2, une lettre de P, qui finit par C2 et dont tous les petits facteurs de longueur 2 sont là-dedans. Est-ce que c'est un mot de EL ? Alors en général, si on prend un langage quelconque, non. Un langage n'est pas défini par ses premières lettres, ses dernières lettres et ses facteurs de longueur 2. Mais il se trouve que, comme on est parti d'une expression régulière et qu'on a linéarisé sur les lettres, on peut démontrer, ça n'a rien d'évident, c'est un résultat mathématique qui nécessite une preuve, que je ne vais pas faire ici, que le langage justement des mots qui commencent par une lettre de P et finissent par D, dont tous les facteurs de longueur 2 sont là-dedans, c'est exactement ce langage-là. Et on va utiliser cette propriété pour construire un automate. Et donc en utilisant ça, on calcule l'automate pour le linéariser. Et après, il y a un procédé très simple pour projeter, c'est-à-dire pour revenir dans l'algorithme de départ. On peut se poser la question de comment calculer l'ensemble P, l'ensemble D et l'ensemble F. Là, je l'ai fait à la main, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je verrai ça en fin de vidéo, il y a des procédures récursives. Ça s'implémente très bien de façon récursive sur la formule et ça peut s'appliquer de façon automatique pour être sûr de ne pas oublier de lettres. Parce que ces premières étapes de calcul sont extrêmement importantes pour ne pas se tromper après, parce que ça détermine toute la suite de la construction. Alors là, j'ai repris l'expression, les ensembles D, P et F, et le but c'est de construire l'automate. Donc je rappelle, on veut construire le langage, et on sait mathématiquement que ça va donner celui-là, des mots qui commencent par une lettre de P, qui finissent par une lettre de D, dont tous les facteurs de longueur 2 sont là-dedans. Donc comme c'est uniquement déterminé par les facteurs de longueur 2, on va utiliser un état par lettre de l'alphabet, chaque état servant à mémoriser quelle est la lettre que je viens de lire. Donc j'obtiens tous ces états pour chaque lettre de cet alphabet-là, plus un état que je note 1 pour le début quand j'ai lu aucune lettre. Et en fait, toutes les transitions, par exemple étiquetées par A2, iront vers cet état. Toutes les transitions étiquetées vers A1 iront vers l'état A1, toutes les transitions étiquetées vers B1 par B1 iront dans l'état B1, etc. Que c'est le but des états. Donc chaque état code quelle lettre on vient de lire. Donc quand on a une transition, si on sait dans quel état elle va, on sait par quoi elle est étiquetée. C'est la même lettre que le nom de l'état. Et donc on va construire l'automate pour lire ça.
On va commencer par les transitions qui sortent de l'état 1. C'est-à-dire savoir quelles sont les premières lettres de mots que je peux lire. Donc les premières lettres, je les ai calculées. C'est l'ensemble P. Donc je sais que de l'état 1, c'est-à-dire qui est le seul état initial, je n'ai rien lu. Par quoi je peux commencer pour lire le mot si je lis une lettre, soit par A1, soit par B2, soit par A2, soit par B5. Ce qui va donner ces transitions-là. Si je lis A2, je vais dans l'état A2. Si je lis A1 dans l'état A1, l'état B2, je vais dans B2 et B5, je vais dans B5. Ensuite, on va s'intéresser aux états finaux, ici. Un état est final si je peux... Alors, soit le mot que je lis, c'est le mot vide, c'est-à-dire si epsilon appartient au langage, l'état 1 sera final, mais pour tous les autres mots qui ne sont pas de longueur 0, il est final quand je lis une lettre qui est dans D, B4 ou C2. Et donc ça va me donner B4 et C2 comme état final. Et comme epsilon est un mot de ce langage, 1 va aussi être un état terminal dans notre automate. Donc c'est vraiment la contrainte D et est-ce que epsilon appartient au langage qui me définit directement quels sont les états finaux. Et donc ensuite, maintenant, on va s'attaquer aux transitions. Et une transition, quand je suis dans un état, par exemple, dans l'état A1, je sais que dans le mot, je viens de lire A1, la seule lettre, comme j'ai A1, B1, c'est le seul digramme de longueur 2 qui commence par A1, la seule lettre que je peux lire en sortant de A1, c'est la lettre B1. Donc si je suis alpha ou A1, je lis B1, et je vais aller où? Dans l'état B1. Quand je lis une lettre, je vais toujours dans l'état étiqueté par cette lettre. Donc à partir de A1, je vais aller en B1. En lisant B1, c'est la seule transition qui sort de 1. Pareil, maintenant, de B1, quand je lis A2, je ne peux lire que A2, et quand je lis A2, je vais aller ici dans A2. On peut faire pareil ensuite avec B2. De B2, la seule lettre qui peut suivre, c'est B3. Donc quand je suis en B2, le seul endroit où je peux aller, c'est en B3, en lisant B3. Encore une fois, de B3, la seule lettre que je peux lire, c'est C1, je vais aller dans l'état C1, etc., etc., avec tous les facteurs. Et si je fais toutes les combinaisons ici, j'obtiens toutes ces transitions-là. Donc c'est très facile, c'est vraiment la lecture des facteurs de longueur 2 qui donne chaque transition. Donc maintenant, ça, c'est un automate qui reconnaît exactement l'ensemble des mots dont la première lettre est dans P, la dernière lettre est dans D, et tous les facteurs de longueur 2 sont dans F. Et ça reconnaît aussi le mot vide. Donc ça, c'est exactement ce langage-là par la propriété mathématique qu'on a de la linéarisation que je n'ai pas démontré. Maintenant, pour obtenir l'expression sur E, il faut que je transforme les A1 en A, les B1 en B, les B2 en B, les B3 en B, etc. Et ça se fait tout simplement sur l'automate en changeant de la même façon tous les AI en A, tous les BI en B et tous les CI en C. Et j'obtiens donc cet automate-là qui reconnaît le langage de départ qu'on avait. Comment calculer les ensembles P, les ensembles D, les ensembles F, et comment savoir si le mot vide appartient à l'expression? On fait ça récursivement pour le mot vide. Est-ce que le mot vide appartient à une expression? Alors si l'expression est l'étoile d'une autre expression, il y a toujours le mot vide qui est reconnu, parce que l'étoile reconnaît toujours le mot vide. Si l'expression est le produit de deux expressions, ça reconnaît le mot vide. Si chacun des langages, le langage reconnu par E1 et le langage reconnu par E2, contiennent eux-mêmes ou reconnaissent eux-mêmes le mot vide. Dans ce cas-là, j'ai ça. Et si c'est l'union de deux langages, epsilon appartient à l'union si ça appartient à l'un des deux. Donc récursivement, en regardant l'expression, on peut savoir si le mot vide est reconnu ou pas reconnu. Maintenant, les premières lettres. De la même façon, on va regarder la structuration de l'expression. Si l'expression a une étoile, les premières lettres d'une expression avec une étoile, c'est les mêmes que les premières lettres de E. C'est-à-dire qu'un mot qui est dans un langage du type E étoile commence par une lettre qui est une première lettre d'un mot de E, parce que je répète des mots de E. Pareil, l'union, ça va être l'union. Le produit, alors le produit, quelles sont les premières lettres d'un mot qui est la concaténation d'un mot de E1 et d'un mot de E2? Alors il y a toutes les premières lettres des mots de E1. Et après, est-ce que je peux prendre les mots de E2? Ça dépend. Si epsilon appartient à E1, comme je peux aussi prendre les mots de E2, donc les premières lettres des mots de E2 vont aussi intervenir. C'est pour ça qu'on a deux cas différents. Si epsilon appartient à E1, n'appartient pas à E1, P de E1, E2, c'est P de E1. Et si epsilon appartient à E1, c'est P de E1, union P de E2. Et pour savoir si ça appartient à E1, epsilon, on a un algorithme ici. On a un algorithme complètement dual pour les dernières lettres de ce qui se passe sur les premières lettres. Et on a un autre algo récursif pour calculer les digrammes qui utilise aussi l'appartenance du mot vide et D et P. Donc par exemple, si je prends cette dernière ligne que je vais décrire, je cherche les facteurs de longueur 2 dans un langage qui est la concaténation du langage donné par E1 et du langage donné par E2. Donc les facteurs de longueur 2, j'ai tous ceux des mots de E1, parce que je vais prendre des mots de E1 concaténés avec E2, donc les petits mots de longueur 2, quand je vais prendre les mots de E1, tous les petits morceaux, je vais pouvoir les prendre. Tous ceux de E2 aussi. Et qu'est-ce qui reste? Il reste aussi la liaison, c'est-à-dire que comme je vais faire la concaténation
d'un mot de E1 et d'un mot de E2, je peux prendre la dernière lettre de E1 avec la première lettre de E2 pour obtenir un digramme possible, ce qui me donne cette expression-là. J'en ai une équivalente pour l'étoile. Donc en utilisant récursivement les fonctions P, les fonctions D, F et est-ce que epsilon appartient à un langage, on peut calculer de façon automatique les ensembles dont on a besoin pour la construction.